pour vous avec. Parfait. Donc, on va commencer. Bonjour et bienvenue à tout le monde là, à ce webinaire du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue qui porte sur les alternatives aux entretiens de cours d'eau en milieu agricole pour une meilleure résilience au changement climatique. Avant de débuter, je souhaite souligner que ce webinaire s'inscrit dans la démarche climat de changement. C'est une démarche d'envergure pan-québécoise qui est soutenue par le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec dans le but d'atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada d'ici 2050, puis de faciliter la résilience des communautés face au changement climatique. Ce projet est réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada à travers le Fonds pour dommages à l'environnement. Donc, je vais juste vous dire là, que vous allez pouvoir réécouter ce webinaire. Il est enregistré, puis je vous l'enverrai aussi par courriel, il va être sur notre site Internet également. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre intervenant d'aujourd'hui, fondateur de la firme Rivière, Monsieur Silvio Demers a œuvré à titre d'agent de recherche en géomorphologie fluviale pendant 10 ans au laboratoire de géomorphologie fluviale à Lucar. Il a également étudié la turbulence des écoulements et le déplacement des cailloux sur le lit des cours d'eau. Admiratif devant la capacité d'autorégulation des systèmes fluviaux et de leur résilience, il a aujourd'hui pour ambition de réfléchir à la place des rivières dans nos sociétés. Donc, bonjour Silvio. Salut Andrea. Merci Donc, mais ça fait plaisir. pour la présentation. Puis avant de commencer, juste préciser que vous pouvez lever la main pendant la présentation, mais ce serait peut-être préférable là, de noter vos questions, puis on y reviendra là, à la fin. Donc, je cède maintenant la parole à Silvio. Merci, allô tout le monde. Content de vous voir pour ceux qui ont la caméra allumée. Pour les autres, gênez-vous pas de le faire, sinon j'ai l'impression d'être seul dans ma cave. Ouais, merci Émilie. Cave que vous pouvez observer d'ailleurs en arrière-plan. J'ai pas été capable de mettre le filtre. Donc, je vous invite à regarder plutôt ce que je partage à l'écran, donc la présentation. Euh, donc, on va parler effectivement d'alternatives aux entretiens de cours d'eau. Pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu, j'avais présenté ça déjà à la GRCQ en 2022. Donc, c'est une présentation qui avait lancé le bal d'une réflexion sur la manière avec laquelle on pourrait aborder un problème qui est quand même assez large parce qu'il touche à plusieurs types de cours d'eau différents pour lesquels au Québec, on a juste une solution qui est mise en œuvre de façon systématique, qui est celui des entretiens. Donc, à ce moment-là, on avait présenté un arbre décisionnel, puis c'est un peu la continuité de cette réflexion-là que je vous présente aujourd'hui. On peut voir ça comme l'épisode 2, 2 ans plus tard. On a une réflexion qui est plus mature, puis on a aussi des MRC qui ont répondu à l'appel à tous, qui ont commencé à faire de l'expérimentation, puis cette idée-là qu'on partage. Donc, le gain de connaissances qui s'est fait, de façon à ce qu'on puisse cheminer tous ensemble là, vers quelque chose de différent dans la manière avec laquelle on aborde cette problématique-là. Donc, je ne suis pas gestionnaire de cours d'eau moi-même. C'est pas moi qui fais les entretiens. Je suis entouré de gens qui s'intéressent à cet enjeu-là, qui ont à le faire. Et à d'autres aussi qui s'intéressent aux alternatives possibles. Donc, il y a des OBV là-dedans, il y a les creux. Il y a aussi l'UPA qui est très proactive dans la recherche de solutions parce que j'aime son point de vue. Là, l'UPA se dit, on voit que ça s'en vient, on pense qu'il faut trouver des alternatives plus durables. C'est un entretien, ça le dit, là, c'est une problématique récurrente qui est un problème aussi pour les producteurs. Donc, l'UPA est engagé aussi dans cette réflexion-là avec cette idée qu'elle veut être au-devant dans la réflexion pour que les solutions soient réalistes pour les producteurs, puis qu'elles répondent vraiment à leurs besoins. Donc, on est pas mal de monde d'impliqué dans cette réflexion-là. Fait que ce que je vous partage aujourd'hui, c'est un peu le cumul de tout ça. Puis vous allez voir qu'on n'a pas terminé, qu'il y a encore des hypothèses qui restent à essayer de tester pour qu'on puisse continuer à cheminer. J'ai mentionné le mot solidaire parce que je pense qu'à travers ces expériences-là, on va développer des recettes. Puis si tout le monde y adhère, après ça devient plus facile pour un gestionnaire de cours d'eau d'expliquer pourquoi il ne procède pas à un entretien, euh, puis de justifier ça devant des pressions politiques, des fois qui s'accentuent. Donc, c'est aussi la volonté là, de ce webinaire-là là, que de participer à un mouvement qui se construit petit à petit. Et je remercie d'avance là, tous les acteurs qui sont à l'écran là, qui ont partagé donc leurs connaissances là, pour que je puisse vous les présenter. Ça va? Vous savez dans quoi vous vous embarquez? OK. Fait que gênez-vous pas effectivement pour les questions au fur et à mesure. On va les aborder. Petit contexte très rapidement sur la façon avec laquelle on a géré les cours d'eau dans le passé. Je résumerai ça en 3 mots. Drainage, drainage, drainage. C'était la préoccupation à l'époque pour qu'on puisse occuper le territoire, maximiser les superficies cultivables, mais aussi parce qu'on voulait que l'eau sorte le plus vite possible. Donc, vous avez un bel exemple ici de ce qu'on a fait pour les cours d'eau qui étaient
avec une largeur de 400 mètres, là, typiquement dans les basses-terres du Saint-Laurent, on retrouvait, du moins des rivières à méandres qu'on a rectifiées. Vous avez ici la chance de voir les deux en même temps, l'ancien tracé, puis le nouveau qui a été super surimposé par-dessus. Donc, on est à probablement la même année où les travaux se sont faits, en 1969. Donc, ça montre bien là, la simplification là, de la morphologie, mais aussi le fait qu'ils ont été faits plus larges, plus profonds pour que l'eau puisse sortir le plus rapidement possible. On a fait ça des fois de la tête du bassin versant jusqu'à l'embouchure, au point où on a plusieurs sous-bassins au Québec, dans les basses terres, où il n'y a plus rien de naturel d'un point de vue de la morphologie. Donc, ce n'est que des tracés qui ont été rectifiés et on en a plus les vestiges. Il faut regarder les vieilles photos pour avoir une idée de ce que ça pouvait être. D'autres exemples où on a, où on a creusé à des endroits où il ne devait pas avoir de cours d'eau, donc ça devait être des anciens milieux humides avec des petits filaments d'eau de 10 à 50 cm de largeur. Pourtant, aujourd'hui, ce qu'on retrouve, c'est des cours d'eau extrêmement larges, de plusieurs mètres, donc des canaux, en tout cas des excavations qu'on on a implanté donc un nouveau réseau de drainage où il n'y en avait pas. Puis j'ajouterais à ça le réseau invisible, qui est les drains souterrains qu'on a ajoutés, qui viennent se greffer au cours d'eau, souvent très bas. C'est ce qui est souvent obstrué par la sédimentation, qui fait en sorte que l'eau va stagner au champ, puis qu'on va demander des entretiens aux gestionnaires de cours d'eau des MRC. Donc, si ces cours d'eau-là avaient resté tels quels, on ne serait pas là pour en parler. Ils sont dynamiques par la suite. Ils ont tendance à être rebelles, puis à redevenir petit à petit là, vers la configuration d'origine. Puis ça, ben, ça se produit de différentes façons. Donc, il y a plusieurs processus qui vont entraîner différents types de problèmes. Puis, idéalement, il faut déconstruire cette idée qu'on a juste une solution pour l'entretien de cours d'eau. Pour l'ensemble de ces contextes-là, en réalité, ils se comportent de façon très différente. Puis, idéalement, il faudrait trouver des solutions qui sont plus adaptées à la manière avec laquelle ils se comportent pour que ce soit plus durable. Ça fait l'affaire autant du producteur que j'ai envie de dire, là, des intérêts ou des impératifs plutôt globaux là, associés à l'environnement, donc perte de biodiversité, adaptation au changement climatique. Donc, on est vraiment dans la recherche de solutions gagnant-gagnant qui fait l'affaire du producteur, mais qui fait aussi l'affaire là, je dirais des intérêts écologiques. Donc, on n'est pas ici pour remettre en question la nécessité du drainage. On est là plutôt pour essayer de trouver un meilleur compromis qui est adapté à chacun des types de comportements qu'on rencontre. C'est quoi ces comportements-là? Ben, je vais vous les présenter en 3 ou 4 catégories. Ça me paraît essentiel qu'on puisse les distinguer pour réfléchir à des solutions qui sont spécifiques. Donc, vous avez ici, je pense, peut-être le plus fréquent, celui qui était peut-être l'intention d'origine des aménagements qui ont été faits, c'est la problématique de sédimentation. Donc, les cours d'eau vont avoir tendance à soit rétrécir ou le lit va avoir tendance à se rehausser, les drains vont se boucher. Ça peut se produire à des endroits où le cours d'eau, vous voyez, qu'il va même recommencer à développer des chenaux secondaires. Donc, si on n'a pas entretenu le cours d'eau, il va développer des chenaux secondaires comme ceux-là. Donc, ça peut éventuellement résulter par des problématiques d'érosion, mais on va dire qu'initialement, la problématique, c'était plutôt le fait que les sédiments n'avaient pas la capacité de transiter, puis se déposer dans le chenal d'écoulement. Donc, plusieurs cas d'entretien de cours d'eau au Québec qui répondent à une problématique de sédimentation. Mais on en a d'autres. Donc, on a plusieurs cours d'eau qui, une fois qu'ils ont été linéarisés, ben, ils ont recommencé à devenir dynamiques. Vous avez un cas ici qui a été rectifié dans les années 60-70, c'est la rivière Chaude dans Bellechasse, une rivière plutôt dynamique avec une charge graveleuse. Vous voyez qu'en peu de temps, il y a une certaine sinuosité qui réapparaît. Donc, ça montre la résilience de ce genre de cours d'eau-là, puis le fait qu'ils vont avoir tendance à engendrer des pertes de superficie cultivable. Une des solutions qui a été beaucoup discutée, médiatisée dans les dernières années, c'est celui de concept d'espace de liberté. Donc, l'alternative, c'est des fois de laisser faire. Je vous rassure, ce n'est pas un webinaire sur l'espace de liberté. Ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant, c'est juste parce qu'il faut essayer de réfléchir à autre chose, dans la manière avec laquelle on cherche un compromis. Euh, donc, je vais vous amener sur d'autres types de cours d'eau qui se comportent différemment, où on peut réfléchir ailleurs que le simple espace de liberté, bien que ça reste pertinent dans certains cas, comme celui-là, c'est des processus tellement agressifs que c'est dur de les contrer. Dans les bassins du Saint-Laurent, la plupart des cours d'eau qui recommencent à développer leur sinuosité font ça relativement lentement. Vous avez des cas plutôt comme ceux-là où les coches d'érosion commencent tout juste à empiéter sur les superficies cultivables. On les devine ici. C'est souvent sur des courtes longueurs où la sinuosité elle se développe plus rapidement. Euh, Puis même des fois, on ne le reconnaît pas. Le producteur ne va pas nécessairement le nommer comme étant une rivière à méandre, parce que quand on est sur le terrain, on voit juste une coche d'érosion. Puis un petit peu plus loin, il y en a un autre. Puis après, un petit peu plus loin, il y en a un autre de l'autre côté. Mais quand on prend un peu de recul, on se rend bien compte que c'est une rivière à méandre qui est en train de se reconstruire. Pourtant, la solution du producteur agricole dans ces contextes-là, c'est aussi l'entretien. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est une banquette au centre du chenal qui pousse l'écoulement contre la berge opposée. Mais même si le problématique, c'est une érosion, la solution pour lui, c'est l'entretien. On va rectifier ce cours d'eau-là pour que l'eau puisse cheminer de façon rectiligne et arrêter de buter de part et d'autre sur les parois, les berges pour engendrer l'érosion.
Un cas qui, je pense, a passé sous le radar, qui a été très peu nommé au Québec et qui m'apparaît dans les dernières années comme étant le principal processus qui génère des pertes de superficie cultivable. Ce n'est pas l'érosion latérale, ce n'est pas le retour des rivières et méandres qui est un enjeu, c'est le ravinement, puis l'érosion verticale, le fait que le cours d'eau s'abaisse avec le temps. Donc, vous avez ici un bel exemple où, à l'époque, il a été creusé à la pelle, ce cours d'eau-là. Je ne parle pas du fossé, mais du cours d'eau qui est ici, qui fait à peu près 5-6 mètres de profondeur. Donc, c'est vous dire à quel point le cours d'eau descend, puis s'incise rapidement avec le temps, puis génère énormément d'érosion, puis de transport de sédiments. Aussi, tous les fossés qui se greffent à un cours d'eau en incision, ben, eux autres aussi, là, ça fait une forme de chute à l'embouchure de ces fossés-là, puis ils ont tendance à s'affaisser aussi et à générer donc des affaissements, des glissements de terrain comme on peut en voir ici, là. Donc, une des problématiques sévères qu'on peut observer dans les basses terres du Saint-Laurent de façon très répandue, là, c'est le ravinement, pour lequel je pense qu'il faut avoir une réflexion différente des autres solutions qu'on peut évoquer pour les autres figures de cas. On a aussi l'érosion verticale, j'ai envie de dire, qu'on ne réfère pas au ravinement, mais plus à des cours d'eau qui ont tendance à s'enfoncer. Je les sépare des cas de ravinement et pour lesquels aussi il faut réfléchir à des types de solutions différentes. Donc, vous voyez, plusieurs comportements dynamiques qui ne sont pas les mêmes et qui pourtant aujourd'hui sont comme pris dans le carcan là, des entretiens de cours d'eau, puis de l'article 105 qui vient comme encadrer ça d'un point de vue réglementaire et qui nous amène à adopter toujours le même comportement, celui de l'entretien de cours d'eau ou parfois de la stabilisation de berge. Mais même, je le disais, là, pour des cas d'érosion latérale, souvent la solution qui va être privilégiée, ça va être l'entretien. Donc, je pense que ça vaut la peine de séparer la réflexion selon le type de comportement du cours d'eau pour arriver à des solutions qui sont plus adaptées, plus durables, à la fois pour le producteur et pour les enjeux environnementaux. Donc, présentement, ces techniques-là, on va les appeler le command and control. C'est une manière de dire que notre stratégie, globalement, c'est d'essayer de contrer les processus dynamiques et de limiter la manifestation de leur présence sur le territoire. Mais on peut réfléchir différemment, donc à d'autres outils qui vont être plus, pas nécessairement cohérents avec les processus, mais qui vont en tenir compte dans la façon avec laquelle on réfléchit aux solutions. Donc, présentement, les solutions qu'on a, ben oui, ça assure le drainage de l'eau. Il y a des enjeux de financement, d'autorisation environnementale, mais surtout de durabilité, puis on n'a pas nécessairement de compatibilité avec les autres fonctions écologiques, ce qui devient finalement notre, j'ai envie de dire, notre cible pour la recherche de solutions alternatives. On aimerait ça que ça soit vert un peu partout, ici, là. OK, donc les problèmes, plutôt que de focuser toujours sur la même solution, ben, je vais vous présenter des solutions adaptées en fonction des figures de cas qui se présentent. Et donc, le premier travail, je pense, quand vous observez le cours d'eau, ben, c'est de vous demander, OK, c'est quoi la problématique, puis c'est quoi le fonctionnement du cours d'eau auquel j'ai affaire. Carla Doré de l'OBV AJ. Tu ne t'attendais pas à ça, là, mais je vais te poser une question. Selon toi, ici, là, c'est quoi la figure de cas qui se présente? Un, 2, 3 ou 4? On ne t'entend pas, malgré le fait que tu as ouvert ton micro. Tu peux me donner avec tes doigts? Un, deux, trois ou quatre? Quelqu'un d'autre? Oui, un, OK. Donc, une problématique de sédimentation. On voit qu'il y a une banquette qui s'est formée ici, là. Donc, il y a des sédiments qui s'accumulent. Mais ce n'est pas la problématique qui va être observée par le producteur ici, là. Ça serait quoi plutôt? Ah, j'ai vu des doigts là-bas. 4. Érosion verticale, c'est un cours d'eau qui s'est incisé, effectivement, Pascal. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le processus dominant est latéral. Donc, je l'aurais mis en deux, moi. Oui, Nicolas. Donc, érosion latérale, bien que c'est un cours d'eau qui s'est incisé dans le passé. Il y a comme une séquence là, dans l'évolution d'un cours d'eau, puis on y reviendra, là, mais ils ont tendance à s'inciser, puis après ça, à se déplacer latéralement. Tu peux laisser ta caméra ouverte, Pascal, là, ça fait plus de. Yes, merci. OK, deuxième exercice. Vous êtes confronté à un cours d'eau comme celui-là. C'est quoi la problématique qui est soulevée? Qu'est-ce qui fait que le producteur il vous a contacté? Catherine, du ministère de l'Environnement et de la Faune. Catherine Dion. Je suis posée savoir ça, hein? Ben, pas vraiment. Tu peux te tromper, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Euh, Dans ce cas-là, on dirait que je suis embêtée. Quelqu'un veut l'aider? Ah, Nicolas dit deux. Il y a effectivement des processus d'érosion latérale qui peuvent apparaître, surtout au milieu. Là, on voit qu'il y a des berges. Mais c'est des cas où c'était un autre enjeu qui avait été soulevé par le producteur. Un, Amélie. Ouais, des cas de sédimentation sur le lit. Surtout dans ce cas-ci, c'est vraiment le cours d'eau qui est plein là, à ras-bord.
Et donc, le cours d'eau a commencé à se déverser sur le champ à côté. Puis là, ça génère de l'érosion. On a une problématique d'érosion, mais au départ, le processus qui nous a amené là, c'était la sédimentation. Donc, déjà, on voit qu'il y a un défi à essayer d'identifier le processus dominant là, qui nous amène à identifier dans quelle figure de constitue. Mais je pense que c'est essentiel là, de bien comprendre comment il est en train de se comporter pour éventuellement poser le bon diagnostic pour aller avec la bonne solution. On aura d'autres occasions pour se pratiquer. Ici, je commence donc par les cas de sédimentation. C'est des cours d'eau qui, étonnamment, dans certains cas, là, le filament d'eau, là, à l'état naturel, devrait être très, très, très étroit, mais on a des cours d'eau qui font des fois 4, sinon plus, 4-5 mètres de large, parce que d'une fois à l'autre, à chaque fois qu'on les entretient, ils ont tendance à s'élargir. Donc, on crée une excavation avec des berges relativement hautes, puis ils ont tendance à s'affaisser. Donc, on a un élargissement, puis les sédiments qui proviennent des berges ont tendance à s'accumuler sur le fond. Donc, d'une certaine manière, avec l'entretien, on n'entretient pas juste l'espace, on entretient notre problème. Donc, on génère même des sédiments qui vont finir par obstruer le chenal. Donc, on se retrouve avec des monstres extrêmement larges, puis qu'il faut excaver sur des superficies de plus en plus grandes, avec des volumes sédimentaires de plus en plus grands. Donc, ça apparaît pas juste comme une problématique ponctuelle, là, mais une problématique, c'est-à-dire pas simplement récurrente, mais qui devient de plus en plus importante avec le temps, qui progresse. Donc, pour lequel il faut essayer de trouver des solutions parce que même les producteurs agricoles se voient confrontés à l'érosion latérale, à l'érosion de berge pour des cas comme ceux-là. Donc, ça vient manger des superficies cultivables alors qu'on a un filet d'eau qui est incapable par son énergie de générer l'érosion. C'est vraiment l'entretien qui est l'origine du problème. Vous me suivez? C'est un peu ironique pour des cas comme ceux-là. Donc, des cas de sédimentation où le cours d'eau a tendance à s'élargir aussi avec le temps. Il y a des gens un peu avant-gardistes, là, Simon Lajeunesse, j'imagine que pas mal tout le monde le connaît, un peu avant son temps, dans Brome-Missisquoi, il a mis en œuvre la solution la plus connue, là, celui du cours d'eau à 2 niveaux, où on cherche à faire un chenal qui est plus étroit, plus cohérent avec la quantité d'eau qu'on devrait retrouver dans le chenal d'écoulement parce que les vitesses vont être plus rapides. Et donc, les sédiments qui sont apportés au cours d'eau vont avoir tendance à transiter plus loin plutôt qu'à rester sur le lit et à s'accumuler. Donc, ça, c'est la stratégie à 2 niveaux. Donc, on a un chenal plus étroit encastré dans un chenal plus large qui, lui, va servir à faire transiter l'eau en période de crue. C'est comme si le petit chenal servait au transit des débits solides et le plus grand chenal servait au transit des débits liquides. Donc, stratégie bien documentée aux États-Unis pour laquelle on a des exemples au Québec qui ont été mis en œuvre. Ici, vous avez une illustration des travaux. On a compris, là, en discutant avec Simon, quelle était la situation d'origine. C'est vraiment l'accumulation qui a été excavée. Donc, on a excavé un cours d'eau à 2 niveaux dans le substrat qui s'est accumulé. C'est une situation quand même assez particulière qu'on ne voit pas nécessairement, qui n'est pas nécessairement possible dans tous les cas. Donc, ça, c'est pas mal les premiers exemples de cours d'eau à 2 niveaux qui se sont faits au Québec dans les années 2000, passées 2010. L'enjeu, c'est que c'est un aménagement de cours d'eau. On n'est plus dans les entretiens, ça prend des plans et devis d'ingénieurs. Donc, c'est sûr que c'est plus impliquant. Ça prend un financement aussi pour aller au-delà d'un entretien. C'est sûr que ce n'est pas juste le producteur qui va vouloir payer ça de sa poche. Mais il semblerait, selon l'expérience de Simon, là, que ça fonctionne bien. Il n'y a pas eu d'érosion par la suite. Il n'y a pas eu d'envasement non plus. Donc, je pense que c'est quand même un bon exemple d'aménagement de cours d'eau qui est venu plus durable par rapport à ce qu'on aurait probablement retrouvé si on n'avait pas fait ça comme ça. D'autres MRC ont essayé des trucs plutôt innovants que j'aime beaucoup là, parce qu'on sort des aménagements, on reste dans les entretiens. Et donc, ça évite d'avoir à passer à travers un processus beaucoup plus lourd. On reste dans le cadre de la capacité d'action d'un gestionnaire de cours d'eau. Dans les cas qui se sont tellement élargis que les sédiments sont relativement cohésifs, on a excavé un cours d'eau à 2 niveaux dans le substrat. C'est tellement rendu large que plutôt que de tout excaver sur toute la largeur, on en a simplement excavé que la partie qui correspond au plan du MAPAC. Donc, la partie qui correspond vraiment au plan d'origine. Donc, vous avez une situation, vous le voyez ici, extrêmement large. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a excavé le milieu. On va appeler ça le tiers central. Et donc, on retrouve une rivière à 2 niveaux par la suite. Merci de Drummond. Sont-ils présents? Non, en tout cas, chapeau. Bravo pour votre tentative. Là, il reste à voir, est-ce que ça, c'est stable dans le temps? Parce qu'on excave dans un sédiment qui est relativement meuble, l'érosion peut survenir, puis éventuellement, si ça s'affaisse, on peut penser que ces sédiments-là vont se retrouver sur le fond. Donc, on est, nous, à se questionner sur la durabilité de ce genre d'aménagement-là. Et on pense que c'est une bonne façon, une belle tentative. La MRC des Mascoutins, en fait, quelque chose d'un peu équivalent où on a entretenu le même principe, le tiers central. Mais là, ici, je ne suis pas certain qu'on a respecté les plans du MAPAC. On dirait qu'on l'a fait beaucoup plus étroit. D'ailleurs, je me questionne sur comment ils ont réussi à faire ça avec une pelle mécanique. C'est relativement bien fait, dans le sens où
on a réussi à faire une tranchée étroite avec une pelle qui doit être beaucoup plus large, je m'imagine. Et on est venu ensemencer les banquettes qu'on n'a pas excavées. Donc, on aurait créé aussi un cours d'eau à 2 niveaux dans un contexte d'entretien et non pas d'aménagement. Bravo aux gens de la MRC de Mascoutin qui ne sont pas là non plus, hein. J'aurais pu les inviter. Je continue. Inspirant, ça, n'est-ce pas? C'est des entretiens, hein. C'est l'avantage. On n'est pas en train de parler d'aménagement et de plan d'ingénieur. C'est des entretiens qui ne coûteront pas plus cher qu'un entretien classique, puis pourtant, on pense que ça peut être plus durable. Moi, je pense que vous pouvez l'essayer. Pour les cours d'eau qui se sont élargis puis que vous avez l'espace, là, les sédiments sont assez cohésifs, là, je pense que ça devient quelque chose qu'il faut essayer plus souvent. Souvent, les sédiments ne sont pas assez cohésifs. Si on les remanie, ben, ils vont s'affaisser tout de suite. Donc, si c'est votre préoccupation, ben là, il y a d'autres façons d'y réfléchir. On enlève tout. On enlève tous les sédiments. On va les mettre au champ, on va les laisser drainer, on va les recycler. Mais on va aménager par la suite des banquettes à l'intérieur de l'espace qu'on va avoir généré. Vous voyez que c'est en 2 étapes, là. On enlève les sédiments, puis par la suite, on réinstalle du matériel. Ça peut être de réutiliser le matériel, ça peut peut-être se faire, là, la question se pose, dépendamment du contexte. Mais l'idée, c'est qu'on va essayer de rendre ça plutôt stable sur le lit, parce qu'on a la crainte que ça s'affaisse, puis qu'on perde finalement l'avantage auquel on escomptait. Bien, on va venir rigidifier les berges. Il y a peut-être d'autres géomorphologues qui me regardent et qui se disent: Hey, Silvio, il parle de faire de la stabilisation. Oui, Silvio, il parle de ça, effectivement. Il dit que c'est peut-être le prix, le coût à payer pour qu'on n'ait pas à retourner faire des entretiens de façon récurrente. Puis je pense que le prix le coût en vaut la chandelle. Donc, il y a plusieurs techniques peut-être pour le réaliser. Vous voyez ici des pieux qui ont été plantés à des intervalles d'1 mètre. On peut tresser faire un tressage sur ces pieux-là pour aller disposer le matériel de chaque côté. Puis on pense que c'est une configuration qui, par la suite, peut être relativement stable. L'avantage, c'est le même qu'un cours d'eau à 2 niveaux qui va devenir végétalisé très souvent avec des herbacées. Puis on pense que c'est durable, mais en même temps, il y a, je ne l'ai pas mentionné encore, là, mais des avantages sur la capacité d'épuration de l'eau qui est souvent de médiocre qualité. Les sédiments vont se déposer sur les banquettes en période de crue. Puis aussi des processus de dénitrification là, qui sont importants dans ces environnements. Donc, la littérature là-dessus, elle est sans ambiguïté. Il y a beaucoup d'avantages sur la qualité de l'eau associée à ce genre d'aménagement. D'autres exemples où on n'a pas été vers les phytotechnologies, mais vers un substrat plutôt grossier. Ça ici, ça nous vient de la France, mais on va avoir un exemple peut-être au Québec. C'est pour ça que j'ai marqué bientôt dans la MRC de Kamouraska. Donc, il y aura un projet où on va tenter cet aménagement-là. Dans un substrat qui est semi-mobile. Donc, il va garder, on espère, du moins une configuration à 2 niveaux le plus longtemps possible. Puis, on peut aspirer à ce que les sédiments fins qui sont apportés par le bassin versant vont continuer à transiter et non pas combattre tout le sédiment graveleux qu'on a installé sur le lit. Donc, autre stratégie ici pour une configuration à 2 niveaux où les sédiments sont sur place, qu'on ne peut pas recycler, donc on l'importe. Et à ce moment-là, les sédiments proviennent d'une carrière. Donc, c'est sûr qu'il y a des frais supplémentaires. Ce n'est pas quelque chose qu'on va demander aux producteurs de payer. On est vraiment dans le contexte d'aménagement, puis dans le contexte aussi, on a un financement qui est demandé à des organismes pour supporter la démarche. C'est clair que c'est beaucoup plus cher à faire ça qu'un entretien classique. D'autres exemples où on a utilisé des... Ah, Nicolas, je t'écoute. Oui, en fait, c'est super intéressant comme toujours, là. Je me demande par contre, tu sais, pour avoir vu là, certains projets européens, moi, à souvent la préoccupation, puis peut-être que tu as plus d'infos ou pas d'infos, mais dans ces cas-là, on parle plus d'une création d'habitat plutôt que d'une préoccupation de stabilisation des berges, là. Donc, tu sais, je dis pas que c'est pas applicable, mais faut faire attention quand on compare des projets de Mhm. réaménagement de cours d'eau comme ça. Peut-être que dans leur cas, la préoccupation est moins de tenter de gérer des phénomènes de mobilité que de faire une espèce de fast-forward pour se rapprocher d'une configuration plus naturelle puis qui est plus intéressante au plan écologique. En fait, fait que Ouais, je te ça suis, n'enlève Nicolas. pas l'intérêt, là, mais Mhm. je veux juste Ouais, dire que c'est ça. tout à fait. Donc, en fait, je n'ai pas la réponse sur les projets que je vous ai montrés, sur l'intention d'origine. Mais l'intention au Québec, c'est de gérer le problème sur les 2 fronts. C'est de gérer le problème de l'agriculteur puis d'avoir des gains écologiques. C'est comme ça que nous, on arrive à le vendre aux producteurs puis au ministère de l'Environnement en même temps. On va dans la même direction.
Merci Nicolas pour ta main levée ouais. Ouais, d'autres exemples, je pense rapidement là-dessus. Un autre que j'aime bien, là, c'est cette possibilité-là de rien faire. C'est Isabelle Girard de Nicolas Yamaska qui me dit: Hey, je suis fier. J'ai eu un cours d'eau qu'on m'a demandé de faire un entretien de cours d'eau. Puis je suis allé, puis il n'y avait pas de problème. Et donc, je ne l'ai pas fait. Il y a des configurations, des fois, qui peuvent paraître problématiques, qui ne le sont pas nécessairement. Donc, c'est peut-être au niveau de la perception. Vous voyez ici, il y a des banquettes qui se sont créées au fond du chenal qui avait été excavé, donc des banquettes naturelles, donc qu'on n'a pas aménagées, mais qui se sont créées par les processus naturels de transport puis de dépôt. On a des drains qui apparaissent ici, là, vous les en voyez un. Ils sont assez hauts qu'ils ne sont pas obstrués par les banquettes. C'est une configuration que je juge optimale et durable. Il n'y a pas nécessairement de besoin d'aller corriger ça, parce que le producteur va peut-être voir les banquettes en elles-mêmes comme étant l'obstruction. Donc, s'il n'y a pas vraiment de problématique au champ, ben, peut-être que ce n'est pas justifié d'intervenir. C'est ma préférée, c'est la moins chère. Ça va pour les cas de sédimentation. Je passerai à d'autres figures de cas. Euh, je ne l'ai pas dit, mais comme deux, je pense que c'est important au départ déjà de faire la distinction entre là où c'est la sédimentation qui est l'enjeu principal des phénomènes d'érosion. Donc, des cours d'eau qui, une fois qu'ils auront été rectifiés, le premier processus dominant, ce sera plutôt une question de déficit sédimentaire, donc de perte de sédiments, que ce soit sur le lit ou sur les berges. Ça, c'est un schéma conceptuel qui vous montre comment ces cours d'eau évoluent avec le temps. C'est hyper puissant. Puis en réalité, quand on fait un travail de diagnostic sur un cours d'eau, nous, on s'intéresse à savoir le cours d'eau que j'ai devant moi, où est-ce qu'il cadre, où est-ce qu'il se situe dans le cadre de cette évolution-là. Donc, vous avez un cours d'eau qui, au départ, n'avait pas été rectifié, là, c'était à 0, 1. 2, c'est l'état où il était une fois qu'il a été rectifié. 3, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'énergie, il a tendance à s'enfoncer. 4, les berges commencent à être tellement hautes qu'ils s'affaissent, souvent de part et d'autre du chenal. 5, on a tellement de sédiments qui arrivent, puis la pente elle devient faible. Donc, les sédiments recommencent à rehausser le niveau du lit, donc à se réparer. 6, on atteint un nouvel équilibre, donc on est rendu avec un bilan sédimentaire équilibré. C'est ça que ça veut dire, l'équilibre. C'est plutôt un état théorique qu'on n'est pas toujours capable de distinguer sur le terrain. Et ensuite, ça va vers le 7, c'est-à-dire qu'il y a des cours d'eau qui vont commencer à développer une certaine sinuosité, pas tous, comme ça, je vous ai illustré au départ. Puis 8, c'est cette idée qu'il y en a certains qui vont commencer à ressembler plutôt à des milieux humides avec plusieurs chenaux d'écoulement. On sait, une fois que le cours d'eau a été rectifié, qu'il va passer à travers l'ensemble de ces stades-là. Donc, on sait ce que va devenir le cours d'eau dans le futur. Ça nous permet de dire, OK, ben, s'il devient ça, comment est-ce que je peux en tenir compte dans mon aménagement? On a réalisé qu'il y avait certains stades qui avaient plus de valeur écologique. Ça devient nos targets. Donc, c'est ce qu'on veut reproduire le plus possible. Ou c'est ce qu'on veut retrouver le plus possible dans nos environnements d'un point de vue écologique. Donc, les stades 0, les stades 6, 7 et 8, c'est ce qu'on aimerait bien voir dans nos milieux. Donc, si vous êtes pris dans les stades 4 et 5 ou 3 et 4, ben, l'intention, c'est peut-être de nous amener le plus rapidement possible vers ces autres états plus préférables d'un point de vue écologique. Dernier point là-dessus, ben, il y a plusieurs stratégies pour le faire. Le command and control que j'ai nommé, c'est un peu cette idée qu'on fige les choses en place. On empêche le cours d'eau d'évoluer, on le garde dans un état. Il y a tellement tendance à être dynamique, on ne veut pas qu'il change. Au contraire, le concept d'espace de liberté, c'est de dire ben, on va laisser les choses aller. Puis il va passer à travers des stades qu'on sait qui vont nous amener dans la bonne direction. Ça, c'est ce qui justifie le géomorphologue, parfois de dire ben, laissez faire. Même des problèmes qui sont problématiques aujourd'hui, ils vont se résorber petit à petit, puis on va se retrouver dans une situation qui est plus intéressante, qui a plus de valeur écologique. Il y a d'autres vitesses avec lesquelles on peut procéder. Il y a peut-être deux autres, en fait. On se rend compte qu'on peut construire tout de suite les morphologies qui nous intéressent. Ça, c'est l'idée qu'on précipite les processus. Donc, on est dans un stade 4, on peut tout de suite dire on va créer un stade 7 ou un stade 8 d'un point de vue mécanique. Donc, on précipite les événements, souvent en recréant la morphologie auquel on s'attend. Plutôt que le milieu le fasse lui-même, on le fait pour lui. Puis si on fait ça dans les contextes où il y a des enjeux environnementaux associés à la façon avec laquelle le cours d'eau se comporte, si on le fait à sa place, on limite, entre autres, l'érosion puis le transport de sédiments qui serait survenu si on avait laissé les processus agir par eux-mêmes. Puis une quatrième vitesse, c'est cette idée qu'on veut freiner parfois les processus. Ça arrive quand les processus sont tellement intenses puis agressifs. On sait que l'horizon de temps où on va arriver à quelque chose qui ressemble à un équilibre est trop lointain. Mais en réalité, on se dit, OK, on va essayer de freiner l'intensité avec laquelle ça se produit parce que il y a trop d'impact à court terme sur l'environnement.
voyez ça comme quatre façons différentes d'atteindre nos cibles. Et vous pouvez éventuellement classer les solutions que je vais vous présenter dans l'une ou l'autre de ces stratégies-là. Vous me suivez? Merci, Nicolas. OK, je parle maintenant d'érosion latérale pour des cas qui sont, j'appelle ça moribonds, là, des cours d'eau qui commencent à présenter de l'érosion latérale, mais c'est très, très faible parce que ce n'est pas un cours d'eau qui est très dynamique. Euh, donc, il y a un peu d'espace qui est en train de se créer. Il est dans un stade 4 d'incision modérée, mais il y a aussi de l'érosion latérale qui commence à apparaître. Donc, c'est un peu un mixte de processus, à la fois verticaux et latéraux. Dans des cas comme ceux-là, on comprend que le cours d'eau va petit à petit construire une rivière à méandre, là, mais c'est sur des dizaines d'années, voire des centaines d'années que ça va se produire. Ça génère de l'érosion, puis du transport de sédiments. On peut porter des actions, précipiter les événements pour recréer ces morphologies-là. On pourrait recréer des rivières à méandre, qu'est-ce que vous en pensez? On fait tout ça? Oui, on fait ça, Émilie La Rochelle, ça a été. On l'a proposé à des producteurs, là, mais ils nous ont dit non. Puis c'est assez systématique, au point où on a arrêté là, de proposer de faire ça à des producteurs. Là. On leur propose autre chose. OK? Donc, c'est un compromis. Plutôt que de recréer la morphologie à méandre au complet, on n'a fait que recréer l'espace qui se serait créé par lui-même par les processus d'érosion. On recrée la plaine inondable. On ne recrée pas la sinuosité. On crée l'espace. Puis en réalité, d'un point de vue de service écologique, c'est aussi payant, sinon plus, que de recréer la morphologie à méandre. Puis aussi, c'est facile à comptabiliser. Je pense au ministère de l'Environnement qui cherche des gains écologiques en termes de superficie. Ben là, c'est ce qu'on fait là. On va chercher des mètres carrés de milieu hydrique en excavant de part et d'autre du chenal. On appelle ça, j'appelle ça une excavation de cours d'eau à deux niveaux, ou une excavation de plaine inondable. C'est vraiment plus dans l'esprit initial du cours d'eau à deux niveaux tel qu'il a été présenté en Ohio au départ. On aura une version de ça peut-être au Québec cette année ou l'année prochaine à Gentilly. Pour ça, j'ai mis version Ohio/Gentilly. Vous avez un cours d'eau donc qui est très souvent confiné dans un espace où les vitesses sont très élevées, bien, le fait de lui donner de l'espace de chaque côté, là, ça va diminuer les vitesses, puis diminuer aussi le processus d'érosion qu'on observe. Puis tous les sédiments qui auraient dû se retrouver érodés, ben, on les séquestre, puis ils ne se retrouvent pas à être érodés. On remplace ça par un environnement qui est végétalisé, herbacé, très dense, qui va retenir au contraire les sédiments qui vont être apportés par le bassin versant. Donc, on a un gain écologique d'un point de vue de la qualité de l'eau. Vous voyez, les traces de végétation qu'on voit de part et d'autre du chenal ici, ça montre qu'on n'a pas du tout touché au chenal. La pelle là, est venue juste reculer le talus de chaque côté. Donc, on minimise aussi l'impact environnemental de notre intervention. Évidemment, il faut revégétaliser ces banquettes-là le plus rapidement possible pour pas que les sédiments qui sont bien nus soient transportés au printemps prochain. Donc, peut-être que les travaux, s'ils pouvaient se faire tôt dans l'année, ça serait idéal. Vous voyez un exemple en haut où on l'a fait des deux côtés, parce que les deux producteurs étaient, ou c'était le même producteur, puis il était willing. Mais dans le cas en bas, ben, on l'a fait du côté gauche et non pas de l'autre, parce qu'il n'y avait pas de. Probablement, les deux producteurs ne s'entendaient pas sur la stratégie, mais donc ça se fait là, d'un côté comme de l'autre. Ici, on précipite la morphologie qui se serait créée si on l'avait laissé faire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le cours d'eau qui, petit à petit, aurait créé une rivière à méandre. En même temps, il aurait créé des nouveaux dépôts qui se seraient installés dans le fond. C'est un peu ça qu'on recrée là. On recrée l'espace qui aurait généré par lui-même. Je vous sens perplexe là, ici. Nicolas, as-tu relevé une main? Oui, Oui, OK. J'écoute. ça, une fois de temps en temps, là. C'est bon? Euh, Moi, je trouve ça intéressant, mais en fait, je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, quand tu parles du fait qu'il n'y a pas d'intérêt, puis je pense qu'on pourrait même aller plus loin que ça là, dans la formulation quand on parle aux agriculteurs pour recréer des rivières à méandres. Puis je me demande, en fait, euh, ça, c'est un projet que tu as réalisé ou des projets que tu as réalisés? Chantilly, c'est en cours. Parfait. Fait que j'aimerais ça savoir, là, puis peut-être qu'on n'a pas le temps ici, puis on en reparlera si c'est le cas, mais qu'est-ce qui, dans la construction mentale de l'affaire, selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que des agriculteurs, le riverains, vont être très réfractaires à l'idée de recréer des méandres, mais que pour eux, c'est plus acceptable de créer une plaine inondable parce qu'on s'entend finalement, c'est un peu la même chose. En tout cas, pour moi, je Mhm. pense pour plusieurs personnes, mais selon toi, c'est quoi le facteur qui fait en sorte que un est vraiment vu de façon très négative, puis l'autre, on arrive à vendre peut-être la question soit des services écologiques ou peut-être que tu sais, de vendre qu'on diminue les vitesses d'écoulement puis l'érosion. Bref, c'est ça, selon toi, c'est quoi le facteur Ouais. vraiment qui change la discussion puis la perception?
Ouais, je t'entends là-dessus, Nicolas. Puis Jonathan, j'ai vu ta main, je reviendrai. Lynn aussi. Donc, la raison pour laquelle le producteur s'est montré, il a voulu aller de l'avant, c'est parce qu'on excave des superficies qui sont déjà érodées, puis qui sont déjà en train de s'affaisser. Ce n'étaient pas des superficies qui étaient cultivées. Donc, on ne lui enlève aucune superficie, aucun mètre carré, là. Exact, mais pourquoi tu sais, dans ce cas-là, pourquoi si tu lui avais dit, OK, bon, on va te faire des méandres? Non, On aurait pu, là. C'est parce que les méandres, ils auraient une amplitude beaucoup plus grande que l'espace qu'on se propose je d'excaver, comprends. là. Je comprends. On OK, excave quelque chose qui est très je limité, là. comprends. Ouais. Parfait. Merci. Je pense qu'il aurait été willing là, si on avait dit on crée une rivière méandre dans l'espace, que ça n'aurait pas été un problème. Ce qu'on Parfait. fait, Merci. ouais, c'est bon. Jonathan, tu avais levé ta main, mais tu l'as rebaissé, c'est ça? Oui, parce que tu avais dit que tu m'avais vu. Je OK, voulais pas c'est bon. t'harceler. Euh, le cours d'eau que tu nous as montré là, avant les travaux, euh, mettons, pour faire une histoire courte, en région, moi, quand j'ai des demandes de creusage de cours d'eau, il ne ressemble pas à ça. Mhm. Lui, il y a de la vitesse, il coule. Souvent, on me demande de travailler sur des cours d'eau qui coulent plus ou plus assez pour l'agriculteur. Il ne draine Ouais, pas ouais. son champ. Lui, il a l'air de drainer. Ouais. Moi, quand je regarde un cours d'eau comme ça, tout végété, avec même des arbres tout le tour, si on m'arrive en me disant, moi je suis au ministère de l'Environnement en passant, si on m'arrive en me disant, je veux faire des travaux là-dedans, les travaux que tu nous as présentés, j'ai un gain écologique, je vais demander une bonne démonstration, étant donné que dans ce cas-ci, oui, il va y avoir des décrochements, les cours d'eau bougent, mais il est quand même stabilisé. Tandis que dans le projet que tu nous as présenté, si c'est pas ultra bien fait, il y a quand même beaucoup de risques associés à ça. Et on va enlever des sédiments, c'est un méchant temps pendant qu'on va faire les travaux, il va falloir couper l'eau. C'est que la justification de passer de ce qu'on avait là, que la nature finalement s'en occupait, là, elle était Ouais. capable d'y aller, à quelque chose qu'on veut absolument provoquer nous-mêmes, comment tu l'as fait? Ben, je te montre des photos comme ça où la végétation a repris, je pense que c'est plus convaincant. Dans le sens où le fait que c'est à nu, là, c'est très, très, très temporaire, là. C'est tout de suite après les travaux. Mais après, quand la végétation s'installe, les gains écologiques sont présents, tu sais. Donc, Mais il y en avait de la végétation avant. ouais, mais il y avait des décrochements qui se produisaient. Donc, des décrochements qui se font aussi sur des berges qui sont beaucoup plus hautes. Donc, en termes de volume sédimentaire mobilisé, là, ça en mobilise beaucoup plus que les versions où on a diminué la hauteur de talus. Non seulement on a moins de sédiments qui sont érodés, mais en plus, l'espace qu'on a généré, lui, il va capter les sédiments en transit. Donc, la démonstration, d'un point de vue de la qualité de l'eau, là, dans la littérature, là, c'est bien défendu, là. Fait que c'est positif. Vous allez avoir un effet momentané négatif là, sur le cours d'eau, mais après un an ou deux, là, c'est un effet permanent positif. Sur la qualité de l'eau dans ce cas-ci. Oui, oui, c'est vraiment l'enjeu de la qualité de l'eau ici qui est le gain. Mm. OK. L'autre Mais avantage que. Ouais. moi, pour ma région, je m'attends pas à voir ce genre de cours d'eau-là dans les Dans quelle région, toi? problématiques en Abitibi. OK. Un cours d'eau comme ça en Abitibi, c'est un cours d'eau qui coule, Mhm. puis aucun agriculteur va venir me voir pour ça. Ouais, pourtant, Mais d'autres, ailleurs au Québec, nous, on l'a vu. Donc, le producteur voit de l'érosion d'un côté, puis pour lui, là, le responsable, là, c'est le banc de sédiments qui se crée en face. Fait que sa solution pour gérer l'érosion d'un côté, là, c'est d'enlever le banc par un entretien. Fait que c'est une forme de stabilisation déguisée qui est recherchée en réalité. Tu me comprends, Jonathan? Fait que tant mieux si tes producteurs chez vous ne te le demandent pas, mais ça arrive au Québec. Là, je vois beaucoup de mains qui se lèvent, puis je vois le temps passer. Moi, je vais rester après la présentation pour répondre à vos questions. Ça vous va-tu si je continue? Lynn, tu vas-tu m'en vouloir? Oui, non, non, c'est bien correct. Puis Christiane Sicard. J'ai l'impression que c'est pas ton nom, hein. Mais on y reviendra à la fin. C'est bon? Ouais, c'est correct. OK, super, merci. Excuse-moi, Camille, je suis en conférence. Donne-moi un que le nom de la rue, puis il faut aller chercher ton bout. Excusez, j'ai un problème de logistique ici. Rue Turcotte. Rue Turcotte. Désolé. Gestion des enfants. Voilà. Donc, je continue. Donc, je vous ai montré des cas d'excavation de plaine. J'ai envie de passer à des cas de. Je vais passer les concepts d'espace de liberté que vous connaissez certainement, là. Je vais passer plutôt à des enjeux de ravinement. Donc, ça, je l'ai mentionné, là, très répandu au Québec, surtout dans certaines régions autour du lac Saint-Pierre.
Vous le voyez ici à quel point c'est dynamique, puis c'est vertical. On a comme une tranchée là, avec des murs verticales ici, là, de chaque côté. Puis c'est un processus qui a tendance à migrer dans l'espace. C'est pas comme s'il allait rester sur place, là. C'est qu'il y a de l'érosion régressive qui se produit. Et le front, là, qui est ici, a tendance à migrer vers l'amont et à se déplacer, ce qui fait que les superficies cultivables qu'on va perdre, là, ils s'agrandissent petit à petit. Donc, d'autres exemples ici, vous voyez les fossés qui se greffent à notre chenal qui s'enfonce là, et qui ont tendance à reculer puis à générer des pertes de superficie cultivable. Dans des cas comme ceux-là, là, je reste perplexe devant le concept d'espace de liberté puis de se laisser faire. On comprend que si on laisse faire ces choses-là, ils vont avoir tendance à se stabiliser, là, mais le concept théorique, là, le temps que ça va prendre, le temps de relaxation qu'on va dire en géomorphologie, là, c'est ici plusieurs dizaines, voire centaines d'années avant qu'on retrouve des configurations plutôt stables dans ces environnements-là, en raison de l'intensité des perturbations. Nicolas, as-tu encore relevé ta main? Oui, oui, je m'excuse, mais je veux dire, ben, en fait, je suis plutôt d'accord avec toi, mais ce que je voudrais dire, c'est que par contre, par rapport à un cas d'érosion latérale, un cours d'eau là, sur toute sa longueur, ici, on a affaire à, tu sais, à un endroit où est-ce que si tu viens stabiliser localement, tu peux stopper toute ton érosion régressive parce qu'en fait, tu as un foyer qui se propage. Là. Donc, tandis qu'avec l'espace de liberté, tu sais, si c'est sur des kilomètres ou des dizaines de kilomètres de long, tu n'as pas cette possibilité-là d'aller Tout à fait. intervenir à un endroit puis On se bloquer comprend. ton. C'est ça. Ouais, donc, il faut le voir comme une opportunité. On a une érosion régressive avec un front qui a tendance à migrer. Je l'ai illustré ici. Là. Sur le terrain, ça se voit, vous êtes capable de l'identifier. L'endroit où la pente augmente. Puis c'est effectivement une bonne chose que de le stabiliser. Donc là, on reste dans le command and control. On ne veut pas que ça survienne. Je n'ai pas tant de bons exemples là, à vous montrer en termes de à quoi ça peut ressembler, là, mais c'est cette idée qu'on va mettre des seuils. Vous avez des exemples tirés de la littérature ici qui sont en béton ou en pierre. C'est plutôt européen. Là. Mais c'est la même idée. C'est qu'on fait des seuils rigides sur le fond pour empêcher que ça descende. Donc, les fossés vont arrêter de reculer puis on va arrêter d'avoir des pertes. Il faut que ce soit bien fait parce que sinon, l'érosion régressive en aval va s'enfoncer au point où nos structures vont s'affaisser. Donc, il y a un enjeu du point de vue de la conception, là, mais ici, ce que je voulais vous amener, c'était une nuance avec cette idée qu'on n'est pas monolithique dans notre façon de réfléchir aux solutions. Des fois, il faut laisser faire, mais des fois, là, clairement, il ne faut pas laisser aller les processus parce que c'est eux qui sont trop agressifs puis ils ont généré immensément de pertes de superficie cultivable. Puis des cas comme ceux-là, là, ça en fait clairement partie. Un petit exemple là, qui est tiré d'expérience au Québec où ça pourrait ressembler à ça, c'est plutôt un fossé avaloir ici. L'intention, c'était de capter les sédiments en transit avec un avaloir. Mais j'ai vu le même genre de structure dans des contextes où on cherchait aussi, où ça avait pour effet de stabiliser le niveau du lit. Donc, on a des expériences au Québec, là, puis des gens qui sont expérimentés là-dedans pour limiter l'érosion verticale. Je continue. Ça va? Ça a été bien compris? Je pense à des cas ici d'érosion verticale, mais on est moins dans le ravinement. Les pentes sont moins fortes. Puis on a un contexte de cours d'eau où il y a un dépôt sédimentaire qui est possible. On est plus loin vers l'aval. Souvent, c'est des cours d'eau qui sont plus larges. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître qu'il y a de l'érosion verticale et non pas juste latérale? Dans ce cas-ci, c'est par l'érosion des berges qui se produit de chaque côté. Quand c'est face à face, c'est suspect. C'est un indicateur comme quoi que le cours d'eau est en train de s'enfoncer. Donc, ça, c'est des indicateurs ou des indices que vous pouvez utiliser pour vous aider à identifier la présence d'un cours d'eau qui est en train de s'inciser. Ici, vous avez une rupture de pente qui est en train de cheminer dans le paysage. Vous voyez à quel point c'est beaucoup plus large en aval qu'en amont. Au fur et à mesure que la rupture de pente régresse ou remonte vers l'amont, il s'abaisse, mais il y a des affaissements et donc ça a tendance à s'élargir. Ça, c'est un bel exemple qu'on ne voit pas souvent au Québec parce que nos perturbations datent des années 50, 60. Les cours d'eau ont déjà eu tendance à passer à travers cette phase-là. C'est rare qu'on les voit encore là, en plein milieu d'un champ comme ça. Là. Souvent, ce qu'on va observer plutôt, là, c'est l'érosion régressive qui est venue buter sur une structure rigide, puis souvent, c'est nos ponceaux. Nos ponceaux, vous remarquerez en aval, il y a souvent une chute. Ça, là, ce n'est pas l'effet de la structure qui est sous-dimensionnée avec des vitesses accrues en aval qui vont créer un bassin de décantation. On le voit, ça, mais c'est aussi le fait que le niveau du lit s'est abaissé. Puis des fois, de façon très marquée, on parle de plus d'1 mètre dans certains contextes. Ça, c'est un bel indice, comme quoi que le cours d'eau s'est abaissé depuis le temps qu'on a construit la structure qui, au départ, devait être au même niveau que le lit du cours d'eau. Donc, différents types d'indicateurs pour vous dire, OK, c'est un cours d'eau ici où on a une problématique d'incision verticale. Donc, la solution à privilégier dans ce contexte-là, on est dans cette stratégie-là où on cherche à ralentir des processus plutôt qu'à les laisser aller. On a un problème de déficit sédimentaire. Okay, le cours d'eau perd des sédiments.
Donc, on parle d'un bilan négatif. Ce qu'on cherche à reproduire, plutôt que de stabiliser le niveau du lit, c'est à inverser le bilan sédimentaire, à avoir plus de sédiments qui s'accumulent que des sédiments qui s'érodent. Et on fait ça en ajoutant des obstructions dans le chenal d'écoulement. Les vitesses sont trop élevées, sont confinées dans un espace trop petit. Donc, plutôt que d'excaver, comme on a présenté tout à l'heure, on ajoute des obstructions sous la forme de bois mort pour que les sédiments qui transitent et qui sont apportés par le bassin versant s'accumulent, puis qu'on ait un bilan sédimentaire positif plutôt que négatif. Ça, c'est l'intention de la stratégie qui est axée sur l'ajout d'obstructions sous la forme de bois mort qu'on aurait dû retrouver dans les cours d'eau naturels et qu'on ne retrouve plus au Québec dans nos cours d'eau en milieu agricole. Donc, le bois mort en milieu naturel a ces effets-là, quelque part, de rendre nos cours d'eau plus résistants aux perturbations. Ils contrôlent l'érosion sur le lit, ils contrôlent l'érosion sur les berges, puis ils vont avoir un effet de rétention sédimentaire. Donc, c'est vraiment d'utiliser cette stratégie-là du milieu naturel, puis de la reproduire dans des environnements où on a des cours d'eau qui s'incisent, puis il n'y a pas d'enjeu de sédimentation puis de drainage. On comprend que s'il y a des drains enfouis, ce n'est pas un contexte où on va proposer d'ajouter des obstructions, c'est vraiment quand vous avez un cours d'eau qui s'enfonce puis qu'il y a de l'espace. Il n'y a pas d'enjeu de refoulement. Donc, sinon, c'est sûr que ça ne sera pas accepté. Mais dans les contextes où il y a de l'érosion sur les berges parce que le cours d'eau s'enfonce tellement rapidement et que vous proposez au producteur une solution comme celle-là, ça va être bien reçu. Notre taux de succès pour ce genre de solution-là auprès des producteurs, c'est pas loin d'être 100 %. Donc, c'est bien reçu. Les producteurs comprennent ça vraiment bien. Là. Donc, à quoi ça peut ressembler? Il y a différentes façons de positionner le bois dans le cours d'eau. Ici, vous avez un exemple où il occupe toute la section transversale. Donc, on vient obstruer toute la section. C'est poreux, donc l'eau passe à travers, mais les sédiments ne passent pas. On n'est pas en train de créer des barrages de castors. On est en train de créer des structures qui vont obstruer le transit sédimentaire. Ça crée beaucoup de complexité, fait que ça, c'est un gain écologique, vous pouvez le voir comme ça. Ça crée aussi de l'érosion, donc il faut s'attendre à ce que les processus dynamiques continuent, mais de façon moins dramatique qu'ils ne l'auraient fait si vous n'aviez pas mis de bois. Ça, il faut que ça soit bien compris. Donc, il va y avoir plus de sédiments qui vont s'éroder. À terme, ça peut ralentir le phénomène d'incision, ça peut l'arrêter, ça peut même le rehausser si vous êtes dans un contexte où les pentes sont relativement faibles. Vous pouvez même avoir ce niveau d'ambition-là. À quoi ça peut ressembler concrètement? Ici, c'est du bois qui a été mis dans la baie à baie du Fèvre, dans une coule agricole. On l'a excavé, on l'a enfoui dans les berges pour qu'il ne soit pas mobile. Un autre exemple où c'est des pieux qui sont enfoncés sur le lit pour essayer de les garder en place. Donc, on comprend que ce n'est pas le bois lui-même qui est l'avantage, c'est l'effet qu'il y a sur la morphologie avec le temps. Donc, on a des suivis qui ont commencé pour essayer de voir si effectivement le bilan sédimentaire il devient positif une fois qu'on ajoute ces structures-là. Des exemples des travaux qui ont été faits, soit avec de la machinerie, je ne suis pas sûr qu'on va le répéter, ou avec du monde motivé, qui font ça à bras, puis n'enfonce plus pour installer les pieux dans le fond. C'est un gros travail, mais en même temps qui peut rassembler pas mal de monde qui sont intéressés par, pas juste par la restauration, mais aussi le producteur lui-même, parce qu'il a envie de s'impliquer. C'est ce qui s'est passé avec la machinerie à gauche. Là. Donc, c'était une manière pour le producteur d'être actif, proactif dans l'aménagement. Donc, c'est lui-même qui a participé aux travaux. Des exemples aux États-Unis de ce genre d'intervention-là, il y en a plein. Donc, on a vraiment fait la démonstration qu'il y avait un effet assez rapide. Vous voyez ici, là, tel que construit, des configurations en berge totale ou en îlot. Un an plus tard, dans les rivières à lit de gravier, on voit qu'il y a beaucoup d'accumulation qui s'est produite. On cherche à avoir cet effet-là, nous, dans des environnements plutôt agricoles, souvent argileux, avec des pentes souvent très fortes. Là, il y a une incertitude sur la capacité de ces types d'aménagements-là à avoir les effets recherchés. Mais on a des suivis donc, qui ont commencé. Je vous montre tout simplement visuellement à quoi ça ressemblait cette année au printemps. On a constaté qu'il y avait de l'érosion proche de nos structures. Ça, c'était bien décevant. Mais en même temps, on a constaté à d'autres endroits qu'il y avait de l'accumulation. Donc, il reste à quantifier pour voir si effectivement il y a plus d'accumulation que d'érosion. Pour l'instant, on est dans l'incertitude. Mais je suis convaincu que c'est le genre de choses qu'il faut continuer à essayer de tester pour avoir une bonne idée de son potentiel à l'échelle du Québec, selon le type d'environnement. OK, voilà, ça fait le tour des différentes solutions que je voulais vous présenter selon le type de contexte. Le message sous-jacent, c'est que les entretiens de cours d'eau, ça apparaît comme étant comme une seule chose, mais alors que ce n'est pas du tout le cas. Il y a plusieurs types de contextes, ce qui fait qu'on va faire appel au gestionnaire de cours d'eau, puis il y a différents types de solutions auxquelles il faut réfléchir selon le cas pour que ça soit plus durable, que ce soit au service de l'agriculture, autant au service des intérêts écologiques, des intérêts collectifs. Tantôt, on parlait de recréer des rivières à méandres, puis là, je voyais le ministère de l'Environnement qui disait oui, on veut en voir. Mais moi, je pense que la restauration en milieu agricole,
si on s'attarde au sujet plus de la restauration puis des gains écologiques, ça ne sera pas par des grands projets, ça va être plutôt par des petites actions, mais qui vont se faire un peu partout. Puis je pense que par les solutions que je vous ai montrées, on a des exemples de petites actions sur beaucoup de cours d'eau, en fait, potentiels à l'échelle d'un bassin versant. C'est l'exemple de Gentilly. Je vous en ai parlé tantôt pour les cas d'excavation de plaine, où il y a plusieurs de ces solutions-là qui ont été recommandées. Puis à la fin, on a plusieurs types d'actions qui vont être posées. Puis on espère avoir des gains écologiques, pas parce qu'on a fait un super projet, mais parce qu'on en a fait plusieurs petits. Donc, l'approche par bassin versant, ça paraît être certainement celle à privilégier, même dans le contexte des entretiens de cours d'eau, pour voir s'il n'y a pas une cohérence, puis une cohérence entre les actions qu'on cherche à poser sur l'ensemble des tronçons. Je vous les ai présentés tantôt comme étant des segments séparés, mais en réalité, ils sont tous imbriqués. D'un point de vue des processus, quand ils sont voisins, il faut en tenir compte. Donc, c'est ce qu'on peut faire quand on a une échelle élargie. On peut réfléchir donc à la cohérence entre les actions, puis espérer des impacts cumulatifs synergiques. Ça m'apparaît donc être l'échelle à laquelle il faut réfléchir à ce type d'aménagement-là. Et donc, ça vous ajoute donc, dans votre boîte à outils, en tant que gestionnaire de cours d'eau ou personne intéressée par les entretiens de cours d'eau, vous avez encore la possibilité de procéder à des entretiens ou de la stabilisation. Ça n'enlève pas la pertinence de ces actions-là quand ça reste la seule solution. Par contre, vous avez une nouvelle boîte à outils qui est, appelons ça, l'approche par processus, qui rassemble toutes les techniques que je vous ai présentées, où c'est relativement vert là, sur l'ensemble des points. Et on a même du financement pour certaines de ces actions-là. Le prime vert, donc pour la stabilisation là, sur le lit, là, 75 70 peut être financé. Et pour certaines actions, avec le ministère de l'Environnement et le programme du PRC-MHH, c'est 100 donc des travaux qui peuvent être éventuellement financés. C'est un bon argument là, quand on vient de convaincre un producteur là, de procéder à des alternatives. C'est sûr, c'est plus long, ça c'est l'inconvénient. Là. Ça demande quelques années avant de voir la réalisation des travaux, mais ça devient à la suite de tout ça plus durable, du moins on l'espère. All right. Merci de votre attention. Je voulais garder 3 mots-clés, là. Puis malheureusement, ils sont en anglais, mais c'est parce qu'en anglais, on est capable d'être plus synthétique. Là. L'esprit là, dans lequel de ce que je viens de vous présenter là, c'est que on expérimente des choses au Québec, on est dans cette phase-là où on se donne la chance d'apprendre. Puis les webinaires comme ceux-là, c'est une occasion aussi après ça d'échanger ce développement de connaissances-là. J'espère que parmi vous, vous faites partie de ceux qui s'intéressent éventuellement à participer au mouvement où on essaye des trucs. Donc, si c'est le cas, contactez-nous. On est une gang d'enthousiastes plutôt barbus qui vont être contents alors que vous nous contactiez pour essayer des choses chez vous. Super, merci tout le monde. Si vous avez des questions, je vais rester. Merci Florent. Merci Nicolas pour ta participation. Toujours stimulant. Je pense qu'on pourrait peut-être aller avec la question de Lynn, puis après C'est vrai, Daniel, Lynn. là, qui apparaît comme Christiane Sicard, mais c'est Daniel. Ok. Lynn, on t'écoute. Oui. Euh, c'est ça. Moi, dans le fond, la question que je me posais, c'est telle intervention que vous faites, mettons, chez un producteur, mettons, on va dire M. Pouliot. M. Pouliot a des problèmes, bon, il y a une mise en solution qui est faite. Comme le projet de cours d'eau à 2 niveaux que tu as présenté dans ta présentation. Tu sais, c'est fait chez ce producteur-là, mais en amont puis en aval, il n'y a rien qui est fait nécessairement. Fait que je vais juste voir un petit peu l'impact que ça peut avoir à l'aval versus à l'amont, tu sais, voir un ensemble par rapport à ça. Ouais, ben oui, c'est ça. D'où la cohérence, ou en tout cas l'intérêt de regarder ça à grande échelle. Donc, c'est effectivement une préoccupation, mais le cours d'eau à 2 niveaux, là, je ne vois pas d'impact négatif possible en aval ou en amont. En fait, c'est le contraire, là, il y a un impact positif sur les cours d'eau qui sont du moins situés en aval, d'où le fait qu'on a une capacité de stockage en eau. La théorie veut que ce stockage-là permet de réduire les pics de crue. Donc, c'est une façon indirecte d'agir positivement pour tous ceux qui sont situés en aval OK. de là où on fait l'aménagement. Le risque que moi je vois pour ce type, des cours d'eau à 2 niveaux, là, le vrai risque, là, c'est les ponceaux. Les ponceaux, là, ils maintiennent la stabilité du lit. À chaque fois qu'on retire un ponceau, là, souvent, on génère l'érosion régressive sans s'en rendre compte. Puis le cours d'eau qu'on a excavé au niveau X, il est rendu trop haut par rapport à ce qu'il va devenir. Puis là, on a payé, on a investi de l'argent, puis qu'on va perdre à cause de la gestion des ponceaux qui se fait de façon plutôt aléatoire en réalité. Donc, quand on fait des aménagements à 2 niveaux, la préoccupation qu'on a, nous autres, c'est est-ce que le niveau il est stable ou pas? Puis ça inclut la gestion des ponceaux. Quand tu dis la gestion des ponceaux, ça peut être le ponceau chez le voisin, justement, qui n'a pas de travaux, hein. Ouais, il faut absolument qu'il fasse partie de la réflexion puis qu'on s'entende avec le voisin sur ben là, tu ne peux pas remplacer ton ponceau parce que nous, on est en train de faire des aménagements en amont. C'est primordial, il faut que ce ponceau-là reste à la même hauteur. OK, c'est Ouais. bon.
Puis, moi, j'avais un autre petit point, là. Je vais laisser la place aux autres questions aussi. Mais dans le fond, de ce que je peux comprendre aussi, il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération quand on embarque dans des projets comme ça. J'imagine quel type de sol, la pente du cours d'eau, c'est tous des facteurs qui font en sorte que une intervention X va pas bien faire pour le troisième voisin ou vice-versa. Ouais, Fait que j'imagine que c'est une bonne analyse du milieu pour pas avoir d'improvisation dans le fond là-dedans, j'imagine. absolument. Donc, je mentionnais le diagnostic initial qui était basé sur le type de comportement de ton cours d'eau. Puis ça, le comportement dépend de tous les facteurs que tu viens de nommer, la pente, la cohésion des berges, qui vont amener le cours d'eau à se comporter d'une telle façon. Mais tout ça doit être effectivement pris en compte pour voir si les solutions s'appliquent ou pas, là. Mm. C'est bon. Ouais. C'est parfait. Ça répond très bien à mes questions. Super, merci Lynn. On Merci. avait une question de... Daniel. C'est-tu Daniel? Oui. Ça apparaît Christiane, là, mais OK, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pour enchérir sur ce que disait M. Gagnon. Dans notre secteur, nous autres, sincèrement, là, j'ai rien vu ici qui se rapproche de qu'est-ce qu'on vit. Les fossés, originalement, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas tellement d'années, dans les années 50, 60, 70, jusqu'aux années 70, on est encore en pleine colonisation. Les fossés qui ont été faits, mettons, aux années 40, 50, 60, n'ont pas été nettoyés depuis. Ça fait que c'est pas. C'est, si tu as un lac qui est un peu haut, que l'eau ne s'égoutte plus, parce que là, n'oublie pas que tu es dans des pentes. Là. Moi, je sais bien que chez nous, j'ai des pentes de 4 pouces sur 1000 pieds. Là. Fait qu'à un moment donné, si le réceptacle n'est pas comment dire, bien observé, à ce moment-là, on a des problèmes. Mais le problème qui arrive, c'est sûr que si l'eau stagne pendant 1 an, 2 ans, à un moment donné, veut pas, tes bancs de riveraines vont descendre, même s'ils ont 6 pieds ou 8 pieds de large. Fait que là, ça crée que ton fossé est tellement plein que tu peux le traverser à pied. Puis là, les drains en dessous de ça, là, tu les cherches, là. Quand tu dis que tu es obligé de prendre tes plantes fermes pour essayer d'y retrouver, là. Ouais. Fait que là, moi, je ne vois pas tellement d'autres solutions qu'à ce moment-là, un nettoyage. Puis j'en ai fait un bout cette année parce que justement, M. Gagnon m'avait donné une certaine autorisation. Puis, surprise, tout à coup, cette année, on a des cartes qui sont montées. Oh, Ça les cartes faisait des d'âme. années qu'on n'avait rien vu là-dedans, là. Mais à un moment donné, je sais qu'au niveau de l'écologie, si ton fossé n'est pas là un minimum, les terres noyées, il n'y avait même plus de vers de terre là-dedans, là. Fait que tu as des pertes de terre. Tous l'écoulement qui vient, mettons, du secteur complet qui s'égoutte par là, bien, tout ce que ça fait, c'est que ça monte ces terres. Mais c'est pour ça, là, je pense que vous auriez intérêt à venir voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs que juste la vallée du Saint-Laurent. Parfait. Hey, c'est une belle invitation. Invitez-moi, puis je vais y aller. Je t'invite. Es-tu d'accord avec ça, Jonathan? Il a dit oui. Bon, ça vient-tu avec un financement, ça, là? Demande à Jonathan. OK, c'est bon. Ça ne viendra pas de chez nous. Bon. OK, fait que, on s'en reparle. Ben, Merci, écoute, Daniel. je dis pas, là, peut-être qu'avec le créat, il y a moyen de faire de quoi, parce qu'on parle d'écologie, là, il faudra parler avec Andrea. Il y a peut-être une intervention qui peut se faire à partir du MAPAC, peut-être aussi de l'UPA, je ne sais pas, mais ce que Mhm. je sais, c'est que ce que j'ai entendu là me rejoint vraiment pas, là. Parfait. On va y aller avec ça, une rencontre sur place. On va aller visiter des cours d'eau avec les pieds dedans, là. C'est la Ça meilleure serait façon. excellent. Ouais. Merci, Daniel. Je vois, Merci. je vois qu'il y a d'autres mains. Avant Nicolas, il y a Amadou, hein? Amadou, Monsieur Lee. Oui, bonjour. Bonjour. Merci c'est très intéressant. En fait, moi, quand j'ai vu la solution avec le bois, ça m'a fait penser à une problématique qu'on a ici à Mirabel, dans le secteur de l'aéroport. C'est les castors sont un peu des acteurs dans cette histoire d'entretien de cours d'eau, de circulation d'eau, là. Est-ce que vous avez été confronté à ce type de problème-là? C'est quoi les solutions alors? Parce que au niveau de l'aéroport, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y en a un agriculteur quand même qui se plaint très souvent, c'est que les castors aménagent leur barrage et puis ça, il a comme l'impression que ça modifie un peu la circulation et que ça fait remonter la nappe sur son cours d'eau, sur son terrain. Mais même au niveau des lits d'écoulement, des fossés et des cours d'eau, il y a quand même,
il y a il y a des perturbations. Il y a même souvent l'eau, en fait, l'eau stagne, il n'y a pas de circulation. Et puis, est-ce que vous avez été confronté à ce type de problématique-là et c'est quoi les solutions alors? Oui, ben, en fait, on voit beaucoup de gestionnaires pris avec cette problématique-là des barrages de castor. Puis quand on a un impact sur le milieu agricole, là, nous, on ne touche pas à ça dans le sens où on pense que c'est effectivement une bonne chose que d'enlever les barrages de castor dans ces circonstances-là. Puis le bois, on ne le fait que dans les contextes où on est dans des dépressions, où on sait que ça n'aura pas un impact sur le refoulement puis les pratiques agricoles, là. Donc oui, on enlève les barrages de castor. Puis quand on achète du bois, on ne le fait pas dans un contexte où on génère du refoulement. Est-ce que ça répond à ta question, Amadou? On ne veut pas, en fait. C'est une de nos préoccupations quand on installe le bois. On veut pas que ça soit hermétique. On ne veut pas générer des retenues d'eau, Hmm. puis qu'il y ait le risque qu'il y ait un bris de barrage, parce que là, on se retrouverait à être responsable là, des dommages que ça pourrait occasionner. Au Québec, je ne pense pas qu'on est prêt à voir ça. Donc, il faut vraiment que nos structures soient poreuses, que l'eau passe à travers. Merci. Ça fait plaisir. Nicolas, tu as le mot de la fin? Là, j'hésite un peu à partir ce débat-là, mais je voulais juste répondre à Daniel, je pense, pour la question des fossés qui se remplissent. Puis, tu sais, je pense que c'est un cas qui est observé. Ça s'observe aussi dans tu sais, dans la vallée du Saint-Laurent, mais c'est sûr que, tu sais, quand on parle de sédiments, on parle de rivière, on parle d'érosion, puis des fois, on considère que c'est comme un processus là, qui est interne au cours d'eau, mais il y a aussi des sédiments qui viennent des champs. Fait que ce que je voulais dire, c'est que d'une part, je pense que, puis je pense, ce que j'entends de Silvio, c'est qu'il n'est pas opposé aux entretiens dans certains cas, puis dans certains cas, c'est ça qu'il faut faire. Par contre, puis tu sais, je suis sûr que vous travaillez en ce sens-là aussi, mais tu sais, il faut être conscient de quels sédiments viennent du cours d'eau, puis quels sédiments viennent du champ aussi. Puis à ce moment-là, ben, il y a aussi une question de les apports de sédiments. Des fois, c'est mieux de les régler, pas dans le cours d'eau, mais de les régler au champ. Fait que c'était juste pour dire que des fois, on oublie cette question-là de l'érosion qui vient des champs, puis comment ça peut perturber les processus naturels des cours d'eau. Fait que oui, effectivement, dans certains cas, ça va être des entretiens. Puis dans certains cas, ben, les meilleures mesures pour stabiliser le cours d'eau, c'est des méthodes de contrôle de l'érosion au champ. C'est juste ça C'est que je bon de le voulais mentionner, apporter. Nicolas, parce que je ne l'ai pas dit. Puis effectivement, en fait, par exemple, les aménagements de banquettes dont j'ai parlé ou les cours d'eau à deux niveaux, on ne le ferait pas si les pratiques au champ n'étaient pas adaptées. Il faut commencer par gérer à la source là, l'érosion. Donc, c'est clair que ça fait partie de la solution. Et les bandes riveraines, même chose. Tout ça doit être réglé avant de parler d'aménagement de cours d'eau. Bon, ce que je voulais dire aussi tantôt là-dessus, c'est que quand on parle des fossés ici, là, c'est des fossés qui originalement avaient 3 pieds par 3 pieds. Fait que c'est bien entendu que c'est pas une question, là, comme vient de dire monsieur, là, c'est pas là le problème. C'est pas assez profond. Et puis, bien souvent, c'est juste la quenouille qui pogne dedans et qui remonte aussi, là. Fait que c'est un peu à ce niveau-là que ça passe. Et puis il y a pas vraiment des gros débits d'eau, là. Tu sais, quand tu dis que tu as 4 pouces de dénivellation sur 1 000 pieds, là, c'est pas que ça se garoche, là. On se comprend, Daniel. Puis effectivement, on a des cas comme ça dans le bassin latéral. Puis oui, des fois, il y a juste l'entretien qui est la solution, là. Ça arrive. On essaie de faire des tranchées filtrantes élargies. Ça peut aider, mais à un moment donné, quand l'eau stagne trop, on dirait que ça ne suffit pas. Ah, merci, Daniel. Il y avait d'autres mains levées. Merci. Elisabeth, on t'entend pas malgré le fait que tu as ouvert ton micro. Faut que tu l'écrives. En attendant, Vincent. C'est super intéressant. Moi, je connais pas grand-chose, en fait. Je veux savoir, y a-t-il des études sur le bilan gaz à effet de serre avant, après la correction? Tu sais, parce que tu l'as dit au début, tu sais, le fait que ça soit en noyer, l'eau stagne, c'est des milieux propices au relâchement d'N2O, tout ça, tu sais. Fait que là, une fois qu'on a fait les travaux, on brasse les choses, on permet de la végétation de prendre tu sais, sa place dans une certaine mesure. Fait que le bilan carbone de tout ça, tu sais, puis équivalent carbone aussi avec les autres gaz à effet de serre. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est connu? J'ai envie de poser la question à Nicolas, parce que moi, je n'ai pas d'élément de réponse à ça. Toi, t'en as-tu? Non, ouais.
Tout ce que je peux dire, c'est que généralement, là, les milieux qui sont plus anoxiques, là, ça favorise la dénitrification, mais c'est tout ce que je sais là-dessus. Désolé, Vincent. On va faire nos devoirs, puis Ben, c'est un argument de plus, selon ouais, moi, tu sais, pour c'est vrai. creuser le sujet. Puis, tu sais, dans un contexte, justement, tu sais, tu sais, on vise la carboneutralité dans une certaine mesure en agriculture. Il y a, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas, tu sais, une avenue pour donner un argument de plus aussi, tu sais, aux producteurs, à l'entreprise, de dire, ben voici, tu sais, vous avez amélioré votre bilan en faisant ci, ça, puis tu sais, avec tout les rétributions puis le pad du MAPAC, tu sais, si la réflexion elle peut aller jusque-là, ben moi je pense que ça serait avantageux pour tout le monde. Tout à fait. Elisabeth, as-tu réussi à trouver ta voix? Non. Ah, ben, Oui. s'il n'y a pas d'autres questions, je Ah, pense qu'on pourrait peut-être, ouais, je pense qu'on pourrait peut-être mettre fin au webinaire, là. On a déjà quand même dépassé un peu. C'est clair qu'il va se jeter dans la mêlée. Peut-être prendre Ah, une dernière question. Oui, je voulais juste que tu dises un mot par rapport à la formation IQM qui va Ah commencer oui. la semaine prochaine. Oui, merci Claire. Bon point. Si vous voulez, il y a une formation sur l'indice de qualité morphologique qui ne parle pas tant des entretiens de cours d'eau, mais qui parle de qu'est-ce que c'est qu'un cours d'eau naturel. On a un indice qui nous aide à réfléchir à la manière avec laquelle on peut avoir un impact positif ou négatif sur les cours d'eau. Formation qui est contactez Claire, je pense, a encore le temps de s'inscrire. Ça commence jeudi prochain. Puis, si jamais vous vous intéressez aux alternatives aux entretiens de cours d'eau, moi, j'aimerais ça organiser une formation de terrain, un peu équivalente à ce qu'on vient de. Là, on a jasé 1 heure, mais c'est insuffisant là, pour trouver des solutions pour les cas qui vous concernent. Mais je pense que d'aller sur le terrain, ça serait une bonne chose. Fait que nous, on compte organiser ça dans les prochains temps. Si ça vous intéresse, faites-nous signe, puis on va aller visiter des cours d'eau. Est-ce qu'elle va se faire en Abitibi? Ben, Daniel, organise-nous ça. On va faire ça. Merci, bonne journée. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Merci pour la formation. Plaisir. Merci, merci.